Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle question? Alors, je n'ai pas de question particulière personnellement, c'est surtout l'histoire de faire. D'accord, très bien. Bon, faut pas tout refaire en 2 heures, hein, ça c'est sûr. Donc essayez de me dire peut-être un point qui vous a paru plus compliqué qu'un autre et on peut essayer de travailler ça ensemble. Bon, j'ai tout à disposition, hein. J'ai le chat, j'ai mon écran, vous avez vos micros, donc n'hésitez pas. Alors, on peut revoir les taux actuariels. Très bien. Allez, on part sur ça si vous voulez, bien sûr. On va partir sur un exemple d'escompte. Allez, on peut faire un doublé, escompte d'un effet de commerce avec un taux actuariel, ça peut être pas mal. Alors j'ai mon petit café en même temps, hein, donc c'est un peu plus cool que d'habitude. Alors il y avait, pardon, alors du coup, vous pouvez mettre bien le chat. Hop. Très bonne question, d'accord, ok, très bien. Alors, donc on rappelle l'escompte d'un effet de commerce, donc vous vous souvenez, hein, c'est finalement donc une entreprise qui aimerait conclure un contrat avec son client, mais le client demande un délai de paiement. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que à t égale 0, il reçoit non pas M de la part de sa banque, puisque c'est une opération qui va avoir lieu avec une banque. On a effectivement une date de fin, hein, on va rappeler peut-être, on pourra mettre une date. En fait, dans l'idée, c'est qu'il reçoit la somme, M, c'est le montant nominal de l'effet, mais il reçoit M moins E, c'est-à-dire que E, c'est l'escompte. Et à terme, donc à la fin du délai, hein, des jours, en fait, la banque recevra M et la dette sera remboursée. Donc on est sur des intérêts précomptés. Si on devait lister les 3 formules qui servent donc dans ce genre de situation, l'escompte d'un effet de commerce, eh bien on a d'abord S qui est égal à M moins E. On a E l'escompte qui est donc calculé à partir de M. On a le taux d'escompte qui est travaillé, on l'avait vu, en base comptable, base commerciale, parce que c'est plus rentable pour les banques. On avait vu qu'ils sont divisés par 365 au lieu de 360, ça donnait une rémunération supérieure si on divise par 360, et c'est proportionnel au nombre de jours, et en plus de ça, on a rajouté des frais fixes. Donc c'est vraiment l'exemple typique de taux actuariel de TEG qui va être boosté par un effet lié aux intérêts, donc calculés à la proportionnelle, le fait que ce soit donc précompté également, et le fait qu'on ait des frais fixes. Ça permet donc d'avoir un bel exemple de rendement supplémentaire, parce qu'on pourrait penser que E, c'est le rendement finalement de ce placement, ou le coût de l'argent pour le côté trésorier, hein. Parce que là, on est côté entreprise, là, c'est l'entreprise, et là, on est côté banque. Donc, c'est vrai que la banque, de son côté, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle débourse S pour pouvoir encaisser M. Donc, il y a effectivement une rentabilité pour la banque. La formule qui est à retenir, la troisième, on a dit qu'il y en avait 3, c'est que finalement, si on fait une compilation des deux, donc c'est que S est égal à M, facteur de 1 moins, justement, donc c'est précompté E sur 360 fois T,
moins FF. Donc on a un bel exemple d'opération financière avec un intérêt précompté, des frais fixes, un taux proportionnel. Donc on est en droit de se poser la question. Donc ça, ces formules-là, vous devez les savoir par cœur et quand vous arrivez sur votre feuille, dès que vous voyez est-ce qu'on a un effet de commerce, vous écrivez les 3 formules, c'est indispensable. Ensuite, le taux actuariel, on va prendre un exemple. Hein. Donc on imagine que le trésorier d'une entreprise porte à l'escompte, le trésorier donc porte à l'escompte 20 000 euros par exemple. Donc le 15 octobre. Et donc pour une date d'effet au 8 décembre par exemple. La négociation des informations donc, qui permettent de calculer le montant que va recevoir le trésorier, c'est un taux d'escompte de 3%. Le nombre de jours, on va le calculer, on rappellera la règle, et puis on a besoin des frais fixes, par exemple de 5 euros. Et la question, l'unique question, c'est calculer la TEG ou le taux actuariel de cette opération. Alors je vous laisse quelques instants, allez-y. On discutera de ça ensemble. Alors, est-ce que vous pourriez remontrer les dates d'équivalence d'escompte ensuite? Oui, d'accord. Juste chez vous, au niveau technique, ça se passe bien, ça va? C'est lisible? C'est net? Ok. Ce qu'on peut faire, c'est des petits modules comme ça, si vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un lance la thématique, on rappelle le cours et puis on fait un petit exo. Alors, qui se propose d'expliquer pour calculer le nombre de jours? C'est un petit peu l'essentiel. La difficulté de cet exercice, c'est ça, et après, c'est de rappeler la méthode pour la théologie. TAEG a un taux actuariel effectif global. Alors peut-être déjà au niveau des données, vu qu'il y a des formules, on peut peut-être lister ensemble les. Donc M, ça vaut. On a E, on a besoin de T, on a besoin de FF. Avec ça, on va se débrouiller. Et S, qu'on va calculer. Alors. Bon, M, c'est 20 000, d'accord, pas de problème. E, c'est 3%. Le nombre de jours, j'attends que quelqu'un me le donne. Les frais fixes, c'est 5 euros. Et S, c'est ce qu'on doit calculer pour pouvoir ensuite construire le rendement de ce placement. Alors vous vous souvenez comment ça marche hein, pour le nombre de jours. C'est 15 octobre et 8 décembre. Hein. 15 octobre, oui. Alors vas-y, explique-nous. C'est Noé, vas-y.
Alors, vous vous souvenez qu'il y a une règle à respecter ici, hein, c'est que le premier jour compte, le dernier ne compte pas. Donc, le 15 va compter, mais pas le 8. Alors, Noé, est-ce que tu peux nous dire combien on a de jours du 15 au 31? Attends, t'as peut-être écrit déjà les. 15 en octobre. Non, non, excusez-moi. Allô, allô, allô. Oui, excusez-moi, en Oui, fait, j'avais coupé mon micro sans faire exprès. Non, du coup, en fait, je m'étais trompé. C'est 16 au mois d'octobre, 30 au mois de novembre et 1 au mois de décembre. d'accord. Alors, tu fais comment pour le calcul du nombre de jours? Et ben, je compte le nombre de jours de 15 à 31. Ouais. Ah, du coup, ça en fait S'il y avait eu 17. Ah oui, ça en on fait va faire 17 avec le premier. Oui, ça en fait 17 avec le premier. exactement. Donc, en fait, la différence, on fait la différence et Hmm, on ajoute 1. Parce ouais. qu'en fait, le premier jour compte. Donc, en fait, souvent, l'erreur, elle est là, c'est qu'on va pas. Je pense que même certains restent convaincus que c'est 16. Mais prenez 17. Si vous prenez 17, par exemple, au lieu de 31, il y a bien le 15, le 16, le 17. Ouais. Vous allez répondre 3. Donc, en fait, c'est l'écart, mais plus 1. Okay, donc, l'écart plus 1, ce qui nous fait donc 17 jours. Ensuite, du 1er au 30, ça fait 30 jours. 30 jours. Et là, le dernier ne compte pas. Du Ouais, il y en 1er a au qu'un. 8, voilà. Et donc, du coup, du 1er au 8, ça fait. Un jour. Ah, du premier au 8. Oui, Ah, c'était au ah 8. j'ai cru que c'était du premier au 2. Eh ben, c'est 7 jours. 7 jours. Donc, ce qui nous Donc, fait ça fait donc 54. 54 jours. Ok, ça marche. Donc, ça, on vient de répondre à la problématique. Il y a une main levée. Comment on sait si on calcule sur 30 ou 30? Alors, par convention de place, les escomptes d'un effet de commerce, c'est comme la plupart des opérations financières qui ont lieu entre entreprises. En fait, l'escompte fait partie des bases 360. Le TNCT, pareil. TNCT, TNMT, bon du trésor, tout ça, c'est une base de 360 jours. C'est une opération commerciale entre une banque et une entreprise. Alors ensuite, on va la calculer peut-être, cette somme qu'il va recevoir. Alors qu'est-ce qu'il veut bien le faire expliquer le calcul de S. Vous pouvez pas aller à l'examen sans connaître cette formule. Hein. Donc c'est une application hein, toute bête. Donc c'est quoi? C'est 20 000. Alors facteur de 1 moins le E ici c'est 3% sur 360 fois 54. Et on n'oublie pas d'enlever, c'est pas ajouter, hein, c'est une somme qui est déduite, c'est des frais pour. La somme S, c'est l'entreprise qui reçoit, hein, et la somme M, c'est la banque qui va la recevoir. Et donc c'est moins FF, c'est-à-dire ici moins 5. Alors numériquement, ça donne combien? Alors, quelqu'un qui a fait le calcul. 19 905. C'est confirmé? Ça va? Ok. J'étais en train de le finir aussi. Fois 54 et moins 5. 19 905. Parfait. Alors, on va donc maintenant passer sur la question principale. C'était quel est le taux actuariel de cette opération financière. Donc, pour ce faire, j'efface les formules, on n'a plus besoin. Il est hors de question d'apprendre par cœur celle qui est dans l'application 4. Apprendre par cœur la formule du taux actuariel, c'est complètement pas idiot, hein, mais n'imaginez pas la difficulté de retenir cette formule. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, on a une opération S qui, à terme, donc au bout d'un temps qui est ici de 54 jours, a produit une richesse M. Donc on est passé de 19 905 euros, c'est ça? 19 905 euros à 20 000 euros. Alors on peut le voir comme une richesse pour la banque et un coût pour l'entreprise. Donc en fait, le taux actuariel, il a toujours deux faces. C'est
celui à qui ça profite, celui qui finance. Donc du coup, pour la banque, il y a un gain substantiel. Donc on va donc s'occuper, vous voyez, j'ai besoin que de ça pour m'en sortir. Donc l'idée, c'est que cette opération, qui a duré 54 jours, il y a forcément un rendement global. C'est-à-dire que le 1 plus TP ici, c'est quand je vous dis prêtez-moi 10 euros, je vous rendrai 12 euros, vous avez gagné, enfin moi personnellement, vous allez gagner si je répète, si vous me prêtez 10 euros, je vous rends 12 euros, vous allez gagner donc 20%. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Donc vous allez gagner 20%. Donc de ce fait-là, la première chose qu'on doit demander, c'est globalement combien on a gagné. Et ici, globalement, 1 plus TP, un coefficient multiplicateur, comment on passe de ça à ça? On fait M divisé par S. Cette opération m'a permis de gagner en globalité 1, quelque chose, donc c'est ce M sur S. Maintenant, j'aimerais bien gagner, savoir combien je gagne par jour. Donc pour ce faire, je fais une moyenne géométrique, donc ça s'appelle, c'est-à-dire finalement c'est un taux journalier moyen. Le taux journalier moyen, c'est-à-dire finalement, vu que cette opération a duré T jours, combien je gagne pour une journée. Donc pour une journée, donc ça c'est pour T jours. Combien je gagne pour une journée en moyenne, je vais donc prendre la racine Tm. Donc c'est-à-dire je fais donc divisé par 1 sur T. Donc là, j'ai un coefficient multiplicateur, j'ai fait une moyenne géométrique, et là, c'est pour par jour. La définition du taux actuariel, donc un taux actuariel, c'est un taux post-compté, composé, et sur une année complète, sur une année de 365 ou 366 jours. C'est sa définition. C'est-à-dire que même si l'opération, vous voyez, l'opération a duré 54 jours, c'est pas une année. Donc en soi, c'est rentable sûrement, mais en fait, pour comparer des opérations qui ont duré 54 jours, d'autres qui ont duré peut-être 80 jours, d'autres qui ont duré 3 mois, il faut absolument avoir une règle. Et cette règle, c'est le taux actuariel. C'est-à-dire, les intérêts ici étaient pré-comptés, on va les post-compter. Ils étaient simples, on va travailler des intérêts composés. Et la durée était de 54 jours, on va ramener sur un an. Donc là, je sais combien je gagne par jour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce taux et je vais le recomposer par lui-même. Ça y est, ça fait 2 jours là. Là, j'ai 2 journées. Premier jour, deuxième jour. Et donc, je recompose ça, vous avez compris, sur 365 jours. C'est pas moi qui décide de cette règle. C'est la définition du taux actuariel. C'est-à-dire que là, il faut respecter ça ou ça. Alors, ici, en 2025, on est sur une année donc non bissextile, donc 365. 2020, on était une. 2024, 2020, l'année du confinement, on a eu une journée de confinement en plus, d'accord, par rapport aux autres années. Donc 2024, on était une, la prochaine, c'est 2028. Donc là, on est sur la règle. Oui, j'entends déjà la question sans que vous me la posiez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient compte de l'année en cours? On tient compte des dates déjà qui sont données. S'il n'y a pas de date, on prend une année classique bissextile, non bissextile, c'est-à-dire 365 jours. Et je pense que les énoncés sont bien faits. En général, on essaye de pas vous mettre un doute là-dessus. Donc, ne partez pas dans l'idée que c'est 366, sauf si vous voyez arriver une date qui pourrait inclure, par exemple, 2024. On sait qu'il y avait éventuellement un 29 février. En tout cas, pour ce que je viens de construire là, ça me donne donc, j'ai donc composé, j'ai utilisé la formule des intérêts composés, j'ai utilisé des intérêts post-comptés, et j'ai ramené ça sur donc 365 fois, donc une année. C'est la définition du taux actuariel. Donc 1 plus TA, c'est donc 1 plus TP, le tout puissance 365 sur T. Ah oui. Et donc mon TA, mon taux actuariel, c'est donc 1 plus TP, puissance 365 sur T, moins 1.
Eh bien, c'est gagné. Si on applique ça, donc d'ailleurs la formule que je viens de faire, le raisonnement que je viens de faire est valable pour tous les taux actuariels, hein. C'est exactement le même raisonnement à chaque fois. On a une opération au départ, on a une opération à l'arrivée, on a un nombre, une durée qui est ici, et on a un coefficient qui permet de passer de l'un à l'autre. On commence par trouver le coefficient, qui est le rapport des deux. On tient compte de la durée. On ramène donc dans la fraction de temps qui nous correspond, qui est la plus facile. Si c'est en jour ici, bon, on ramène à la journée. Si c'est en mois, on ramène au mois, à un mois. Si c'est en semestre, on ramène à un semestre. Et après, on recompose pour reformer une année complète. Donc 2, c'est ramener à une journée. 3, c'est remettre le nombre de périodes qui permet de reconstituer une année complète, 365 jours. Et après, c'est de l'application numérique. Hein, donc 4, si on la calcule, 1 plus TP, on l'a dit dès le départ, c'est M sur S. Donc mon 1 plus TA, c'est M sur S, puissance 365 sur 54, moins 1. Donc TA ici, oui, j'ai déjà anticipé, donc TA c'est moins 1. Donc ça fait M c'est 20 000. 20 000 divisé par 19 905, le tout puissance 365 sur 54, moins 1. Donc après, il ne reste plus qu'à calculer. Ça sera supérieur à, c'était quoi, 3%. Donc, j'ai vu une main levée, oui. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Non. Le tableau d'amortissement, c'est une autre question pour après. Okay. Ça marche. Alors, le calcul de ça. Et je cherche mon calculette. Ah oui. J'ai posé ça où? Ah oui, j'ai posé là. Donc ça ferait 20 000 divisé par 19 905. Le tout puissance, alors entraînez-vous avec votre calculette, hein, c'est 365 sur 24 et moins 1. Moi j'arrive à, oui, alors vous avez combien, pardon? 3,27%. Est-ce que c'est confirmé? 3,27 deux fois. Ok, bon, je pense qu'on peut partir sur ça. Donc, comment on explique qu'on est au-dessus de 3%? C'est le fait qu'on est divisé par 360 au lieu de 365. C'est le fait qu'on ait travaillé avec des intérêts précomptés et c'est le fait qu'on ait travaillé sur une base sur des intérêts simples alors qu'ils sont dans la définition du taux actuariel composé. Donc 3,27%, c'est une opération. Donc voilà, c'est le taux le rendement de cette opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ça encore? Ça va? Alors, je peux vous redonner une autre opération hein, où on fait un taux actuariel. C'est un TNCT par exemple. Donc, alors, normal qu'on ne voit pas ce que vous écrivez. Bah non, c'est pas normal parce qu'il y a un tableau blanc normalement qui est partagé. Alors, c'est parce qu'il faut aller chercher mon tableau blanc. Ouais. Alors, qui est-ce qui a dit qui c'est Ilias? Bonjour monsieur, est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas essaye de voir Elias quand tu. Je sais pas, alors j'avoue que je suis pas expert quand on est utilisateur, mais normalement tu dois pouvoir aller chercher la fenêtre qui te plaît et la fenêtre active. Bon, je vous laisse régler ça avec Elias. Je suis désolé Elias, mais bon, a priori, je peux pas faire grand-chose à mon niveau. C'est à toi d'essayer de trouver la fenêtre. Normalement, elle est active quand je parle. Ça doit venir automatiquement sur ton écran. Oui, on était sur un TNCT. Donc, rappelons que c'est une levée de fonds pour donc à court terme, hein, donc inférieur à un an. On peut partir sur une opération qui démarre par exemple le, le, le 3 décembre 2023 et qui se terminant le
le 5 mars 2025. Voilà. Donc on voit une opération. Le taux de négocié, donc le taux négocié est de, par exemple, taux négocié est par exemple de 2,75%. Et on est sur des intérêts post-comptés. Donc là, effectivement, on a une valeur de. Donc là, il faut. Dès qu'on voit apparaître TNCT, on part sur les formules du cours. Hein, donc c'est valeur nominale et valeur de rachat. Donc la valeur de rachat, c'est la valeur nominale facteur de 1 plus. Alors plus parce que c'est post-compté, mais si ça avait été pré-compté, on aurait mis un moins. Et ensuite, c'est le taux négocié. Hein. Le taux négocié, on va l'appeler, comme tout à l'heure, on peut l'appeler E, sur 360, que multiplie le nombre de jours. On n'a pas de frais fixe cette fois-ci, on est directement sur une durée de ce type. Bon, la question c'est, on porte à l'escompte donc la valeur nominale, donc valeur nominale du TNCT, 500 000 euros. Donc première question, c'est calculer la valeur de rachat au 5 mars. Deuxième question, c'est quel est le taux actuariel de l'opération? Alors, on reprend notre analyse ensemble. Hein, on commence le 3 décembre 2023. 2023, j'ai mis, pardon. Oui, 2023, et c'est ici, on va mettre 2024, 5 mars 2024. Voilà. Donc 5 mars 2024. Sinon, ça fait, c'est plus un TNCT puisqu'on dépasse une année. C'est un TNMT. Alors, 3 décembre au 31 décembre. Puis, du 1er janvier 24 au 31 janvier. Ensuite, 24, oui, c'est ça. Du 1er février au, là justement, 29 février 24, puisque on est en cas d'une année bissextile. Et du 1er mars au 5 mars. Bon, il est clair que là, on a déjà fait le calcul. Le premier jour compte, le dernier ne compte pas. Donc, si vous avez cette règle-là en tête, pas de souci. Donc, le nombre de jours, c'est 31 moins 3 plus 1. Donc, 31 moins 3, 28 plus 1, 29 jours. Au mois de janvier, on a 31 jours. Au mois de février de cette année-là, on a 29 jours. Et du 1er au 5, mais 5 exclus, on a donc 4 jours. Ce qui nous fait donc 60, 60, 89, 89 et 4, 93. Merci Anna. Bon, on continue. Alors, valeur de rachat. Vas-y Anna, essaye de... Si tu as ton micro, profites-en pour me dire comment on calcule la valeur de rachat. Vous n'avez pas de micro. Bon, alors c'est pas très grave. Alors, VN, ici, VN, c'est 500 000. Bonjour, est-ce qu'il nous sera indiqué quand l'année est bissextile? En fait, en général, si on ne met pas de date précise et qu'on est juste sur des nombres de jours, on vous mettra, on considère une année non bissextile.
Oui, sinon, comme là, dans l'exemple que je viens de vous proposer, si on part sur un multiple de 4 ans, vous ayez 2020, le confinement, comme étant une année bissextile, et puis vous rajoutez 4 ans à chaque fois, tous les 4 ans, on a une journée de plus. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 25, et donc il y a une journée de plus pour équilibrer tout ça tous les 4 ans. Alors, 500 000 facteurs de 1 plus E, qui est combien E, de 75%, sur 360 fois multiplié par 93. Alors, ça vous a laissé peut-être le temps de faire le calcul. Entraînez-vous à aller faire ces calculs. Sur 360 fois 93. Alors, moi j'ai 503 000, c'est ça 503 552,09. Merci Noé. Alors, 503 352,08. Ok. Bon, première question, à la portée de tous. Deuxième question, le taux actuariel de l'opération. Eh bien, on reprend notre raisonnement. C'est une opération qui a démarré avec une valeur nominale qui a été rachetée quelques temps après. D'ailleurs, combien de temps 93 jours après. Et comme on l'a fait tout à l'heure, ok. C'est quoi? C'est égal à quoi le taux périodique? Combien ai-je gagné pour ces 93 journées? Donc, on est parti ici de 500 000 pour arriver à 500 000 facteur de 1 plus, donc c'était 2,75% sur 360 qui multiplie 93. On a donc 1 plus TP qui est donc égal à VR sur VN. Tout à l'heure, c'était, rappelez-vous, c'était M sur S. Mais ça, c'est pour tes jours. Ici, c'est 93. Donc, si je gagne ça pour tes jours, je gagne combien pour une journée en moyenne? J'en prends la moyenne géométrique 1 sur T. Donc, ça me fait VR sur VN puissance 1 sur T. Et là, c'est plus pour T jours, mais pour un jour. Et la définition du taux actuariel, que je reprends encore à nouveau, post-compté. Ah bah oui, cette fois-ci, c'est bon, je l'ai. C'est des intérêts post-comptés avec le plus. Mais ils sont calculés sur une base proportionnelle, donc on est avec des intérêts simples. Donc intérêt simple, bah non, les taux actuariels, c'est intérêt composé. Donc là, voilà le premier problème qui va faire qu'on va être au-dessus de 2,75. Et puis l'opération, elle a duré 93 jours, alors que la définition du taux actuariel, c'est une année de 365. Donc, la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce qu'on prend 365 ou 366? Là, l'opération, elle est à cheval sur 2 années. On a tenu compte d'une journée supplémentaire, qui est le 29 février 2024, mais en soi, on n'est pas sur une année complète où l'année est bissextile, donc on restera sur 365 jours. Ce qui veut dire que notre taux actuariel, 1 plus TA, ici, ça sera, donc on reprend ce taux qu'on compose par lui-même 365 fois. Par défaut d'information, rappelez-vous, on prend toujours 365 jours. Et ça nous donne 1 plus TA. On en conclut que notre 1 plus TA, il est égal à quoi? Il est égal à, donc ce nombre-là, ça va donner 1 plus TP puissance 365 sur T.
Et 1 plus TP, on vient de dire que c'est égal à VR sur Vn. Donc ça fait VR sur Vn, puissance 365 sur T, moins 1. Alors, si j'essaye d'éviter de partir en numérique et de simplifier, et d'avoir une formule générale, 1 plus TA est donc égal à VR, mais VR c'est quoi? C'est Vn facteur de 1 plus E sur 360 fois T sur Vn, le tout puissance 365 sur T moins 1, ce qui veut dire qu'on va pouvoir simplifier par Vn et on obtient donc une formule qui pourrait presque être apprise par cœur, hein, pour un TNCT post-compté. Eh bien, le factoriel est toujours le même, c'est 1 plus E sur 360 fois T, puissance 365 sur T, moins 1. Bon, mais vous avez vu, c'est ridicule d'apprendre ça. Ça va tellement bien de le retrouver que pourquoi les s'encombrer l'esprit d'une formule supplémentaire. Et donc, TA est égal à 1 plus E sur 160 fois T sur 365 sur T moins 1. Ça fait une belle formule, mais ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on aurait pu s'en sortir ici en faisant, on reprend ça, c'est-à-dire 1 plus TA, donc TA. TA, c'est donc VR sur Vn, c'est-à-dire le calcul qu'on avait tout à l'heure, c'était 503 000, je vais reprendre le chat, c'était 503 352,09. Alors 0,9 ou 0,8 0,8. C'était un 3 derrière, sur 500 000. Le tout puissance 365 sur 93, moins 1. Je m'attends à un résultat supérieur à 2,75%. Donc, on va le faire. Divisé par 500 000. Le tout puissance 365 sur 93, moins 1. On est à 2,81 729. 2,81 729%. Oui. Alors, Anne, précompter les intérêts sont retirés dès le départ de la somme prêtée. Oui. Tu les payes immédiatement. Post-compté, les intérêts sont payés à la fin, après avoir utilisé la somme prêtée. Oui, ok. C'était pas une question en fait, c'est une phrase. D'accord. Ah, c'est toi, Noé, qui explique à ta camarade. Merci beaucoup. Ok, j'essaie de suivre en même temps le chat, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes capable de calculer un taux actuariel? Ok, super. Bon, allez, autre sujet. J'ai entendu parler de tableau d'amortissement et après il y avait autre chose aussi. Bon, on part sur le tableau d'amortissement. Et date d'équivalence d'escompte. Oui, d'accord, ok. Alors, hop. Alors, c'est quoi ça, la date d'équivalence d'escompte? C'est qu'on peut avoir donc deux effets, E1 et E2. Le premier, donc, peut arriver à terme ici, et le suivant, donc t égale 0. T égale 0. Donc, voilà, on imagine qu'on a deux effets, deux escomptes d'un effet de commerce, par exemple. On a donc M1 ici et S1 ici, S2 ici et M2 ici. Il y a une différence, donc on est sur les mêmes caractéristiques, hein, donc ce sont exactement les mêmes conditions négociées. Seulement, on parle de date d'équivalence de deux effets.
lorsque les valeurs actuelles commerciales, donc ici c'est S1 et S2, sont égales. Donc c'est valeur actuelle, hein, le mot est clair, hein, valeur actuelle, c'est les valeurs présentes, c'est les valeurs à t égale 0. Donc on a comme règle que S1 égale S2. Donc les formules restent les mêmes. Donc après il faut voir un contexte d'exercice, mais l'idée c'est que S1 on sait le calculer. S1 c'est M1 facteur de 1 moins E sur 360 fois T. Je vais l'écrire au-dessus, parce que je ne suis pas sûr que vous voyez bien là. Je vais mettre ici S1, c'est M1 facteur de 1 moins E, qui est le même pour les deux, sur 360 fois T, moins F, ce sont les mêmes conditions. S2, c'est M2 facteur de 1 moins E sur 360 fois T', moins FF. Et pour que S1 égale S2, donc on va se retrouver avec une équation, hein, c'est que M1, alors je vais mettre M2 en premier, parce que c'est lui qui dure plus longtemps, M2 facteur de 1 moins E sur 360 fois T', moins FF, est égal à M1 facteur de 1 moins E sur 360 fois T, moins FF. Alors c'est un lapsus parce qu'en fait les préfixes effectivement vont être supprimés de part et d'autre de l'équation. Hein. Et en soi, on se rend compte qu'on peut faire, tout dépend de ce qu'on cherche, hein, mais si on cherche T' et T, il y a souvent T', il y a un écart de jour ici. Donc il y a un delta ici, et donc ce delta, c'est par exemple petit t jour. Donc si vous avez T' qui est égal à T plus petit t, vous avez une équation à résoudre, hein, donc avec T' égale T plus petit t, on va avoir M2 ici, facteur de 1 moins E sur 360 que multiplie T plus petit t, qui est égal à M1, facteur de 1 moins E sur 360 fois T. Si c'est T que l'on cherche, grand T par exemple, eh bien en soi, il faut petit t, on peut le trouver. Si on connaît la date ici de M1 et la date de M2, on fait la différence de date pour trouver le nombre de jours. C'était le cas d'une application qu'on avait eue. Et là, après, c'est de la résolution. Hein, ça fait M2 moins E sur 360 M2 facteur de T plus petit t et est égal à M1 moins E sur 360 M1 facteur de T. Alors si c'est T que je cherche, on va donc transposer ce terme-là. Donc on va transposer ce terme-là ici et transposer celui-ci là. Ce qui fait donc M1, on va factoriser en même temps, je vais aller un peu plus vite parce que sinon on va passer trop de temps sur les calculs. Donc si je factorise par... il faut développer ici. Ouais, on va quand même faire les choses proprement. Donc ça peut sur 360 M1 fois T moins E sur 360 M2 fois T moins E sur 360 M2 fois petit t égale M1 moins M2. Et puis on peut s'en sortir sans problème. C'est-à-dire qu'on factorise par... Alors ce terme-là, on va le transposer ici. Et on va se retrouver avec... On peut factoriser par E sur 360 fois T, facteur de M1 moins M2,
va être égal à M1 moins M2 plus E sur 360 M2 petit t. Et comme on cherche grand T en général, ça fait donc M1 moins M2 plus E sur 360 M2 petit t, le tout sur M1 moins M2 et le tout multiplié par 360. Voilà. Bon, après, ça a adapté à un contexte et puis numériquement à appliquer. Bon, j'espère que ça répond à la question des dates d'équivalence. Ça va pour vous? Est-ce que Noé, c'est bon pour le petit flashback là-dessus? Ok. Alors, vous m'avez parlé également des tableaux d'amortissement. On peut en faire deux. Un avec amortissement constant du capital et un avec versement périodique constant. Donc si ça vous va, je propose, pour que ce soit facile à comparer, je propose le même emprunt avec des conditions propres aux entreprises. Donc on prend une PME, elle a besoin de 100 000 euros. Elle va rembourser par deux propositions. Première proposition, on va l'appeler numéro 1. Donc proposition 1. Proposition 2. Les conditions du prêt, c'est donc capital emprunté 100 000. Durée 5 ans. Taux nominal 4%. Idem. Modalité de remboursement. Modalité de remboursement. Et bien là, c'est par trimestrialité constante. Et de l'autre côté, ça va être donc modalité différé d'un semestre par amortissement semestriel constant du capital. Voilà. Bon, avec ça, on peut vous demander de construire la première, donc construire la première ligne, la deuxième ligne, la huitième et la dernière. Du tableau d'amortissement. Alors, j'ai dit qu'il y avait une question, j'y reviens tout de suite. Alors oui, est-ce qu'on peut voir la valeur actuelle d'une suite de flux? Oui, ok, après peu près. Alors, on va commencer par se rappeler peut-être les formules. Donc, attention, là je vais rester donc dans la catégorie, il y a deux mots-clés qui doivent vous faire tilt.
trimestrialité constante, c'est donc un versement périodique constant. Là, on a le droit à toutes ces formules-là. On a le droit à l'annuité. Alors, je fais exprès d'écrire RP, RP%, parce qu'en fait, il faut faire attention, c'est pas le taux nominal qu'on prend là, c'est seulement dans le cas d'une annuité. Ici, c'est une trimestrialité. Donc, on a donc des périodes infra-annuelles qui sont différentes de... Il y a 4 trimestres dans une année. Il faudra faire attention à ça. 1 moins 1 plus RP%, puissance moins T. On a MT, c'est M1 facteur de 1 plus RP%, puissance T-1. On a DK, DK qui est égal à D0 que multiplie 1 plus RP%, puissance grand T, moins 1 plus RP%, puissance petit t, sur 1 plus RP%, puissance t, moins 1. Ou bien dk, qui est égal à D0. Ça c'est quand on a pas D0 justement, donc c'est à partir de A, un peu moins précis. C'est A qui multiplie 1 moins 1 plus RP%, puissance moins t, sur RP%. Très bien. Donc l'une ou l'autre, on utilise de préférence la première, puisque D0, c'est très souvent un nombre entier. Hein. On emprunte souvent une somme assez ronde, hein, donc arrondie, ou tout au moins, justement, elle n'est pas arrondie. A est souvent calculé, et derrière, il y a des arrondis. Donc ça, c'est les formules indispensables, en retenant aussi que la dernière période, elle est particulière. Rappelez-vous que le capital restendu dt-1 à la dernière période, il est égal au montant qu'on va amortir à la dernière période. Et ça en plus, il y a une double récompense, c'est qu'on sait que on prend l'annuité et on enlève une période d'intérêt pour retrouver le capital restant dû. Donc il y a une triple égalité sur la dernière ligne qui fait que cette dernière ligne, elle est super facile à trouver. Et là, sur amortissement semestriel constant, là, ces formules-là ne peuvent pas être utilisées. D'accord? Donc, c'est d'autres formules. Et en règle générale, c'est assez facile à comprendre. On regarde le nombre de périodes. Le nombre de périodes pour amortir le capital. Donc là, vous voyez, par exemple, dans notre exemple, on a un différé d'un semestre. Donc, on va perdre une période. Donc ça, voilà, on regarde combien on a de périodes. On prend, donc pour avoir le montant de MK, qui sera le même à chaque fois, on prend D0 et on divise par, on va l'appeler nombre de périodes, NP. Et on divise D0 par le nombre de périodes qui sont disponibles pour amortir le capital. Et bien, une fois qu'on a ça, c'est un jeu d'enfant de trouver le reste, parce qu'en fait, les autres propriétés, elles sont classiques. AK, le versement qu'on va faire à la banque, c'est MK petit k. Comment on calcule les intérêts? C'est valable d'ailleurs aussi pour... il y a des formules qui sont... En fait, ce que je mets... la seule qui ne fonctionne pas pour tous les prêts, c'est celle-ci qui est propre aux amortissements constants, et celle-ci et celle-ci, donc qui sont... alors, parce que j'ai un appel, mais je vais répondre après. Voilà, donc celles-ci qui sont propres au versement périodique constant.
Alors, IK, ça reste quand même valable tout le temps. IK, c'est donc du coup, c'est ce qu'on doit au début de la période 15, donc c'est dk-1, c'est dk-1, qu'on multiplie par RP%, qui est le taux périodique. Et je pense qu'avec ça, on s'en sort très très bien. Voilà, donc le petit rappel de cours comme vous l'avez demandé, et puis derrière, ben, comment ça se passe concrètement. Alors, comment ça se passe concrètement? On va, sur cette moitié-là, je vais travailler sur l'amortissement, le versement périodique constant, et sur cette moitié-là, sur l'amortissement semestriel constant du capital. Alors, ça donne quoi? On a dit première, deuxième, huitième, dernière. Alors, on va se faire un tableau. Bon, moi, ça va, tout ça, je le sais. Donc, je retiens juste 100 000, 5 ans et 4%. 100 000. Alors, si on part sur d'abord le calcul de l'annuité, donc on est sur D0 qui vaut 100 000, R% qui vaut 4%. Ici, on va travailler avec RP%, c'est 4% sur 4, parce qu'il y a 4 trimestres, donc c'est 1%. On a A, la durée, ça aussi c'est intéressant, la durée qui est de 5 ans, c'est pas le nombre de périodes, donc 5 ans, attention justement, 5 ans, ça implique, comme il y a 4 trimestres par an, ça fait que le nombre de périodes c'est 20. Ce qui veut dire que si je prends A et que je calcule donc D0 fois RP% sur 1 moins 1 plus RP% puissance moins T, ben ça me donne D0 100 000, qui multiplie 1% ou 4% sur 4 si vous voulez, divisé par 1 moins 1 plus 1% puissance moins 20. Un peu utile, parenthèse là et là. Sur vos calculatrices, si vous ne faites pas attention, effectivement, elles sont importantes. Alors, A, ça donne je cherche ma calculatrice de l'autre côté. Alors, 100 000. Que multiplie le bon comportement à avoir chez vous là actuellement, quand je prends un peu de retard comme ça, c'est de continuer à essayer de faire le tableau tout seul. 1 moins 1 plus 0,01 puissance moins 20. On arrive à qui là, vous l'avez trouvé? 5541,53. Ok. 5541,53. C'est ce que j'ai aussi sur ma calculette. Alors vous voyez qu'il y a d'autres décimales. Ben, les autres décimales, si vous prenez par exemple pour calculer dk, si vous prenez cette valeur-là, ben, il manquerait 14,89 qui est peut-être avoir un calcul exact. Donc une fois qu'on a ça, on est prêt pour faire le tableau d'amortissement. Je rappelle, ce tableau, vous devez connaître les intitulés des colonnes. Donc premièrement, on a la période. Là, le cas, alors je les mets en abrégé, j'ai pas beaucoup de place, hein, mais capital dû en début de période. Ensuite, le versement, attention, quand c'est le versement qui est constant, on le met en premier dans le tableau. Versement périodique. Alors, il y a une question, je regarde. Pourrait-on avoir l'enregistrement de ce cours? Alors, c'est pas un cours, hein, c'est question-réponse. Je réponds à vos questions.
Mais effectivement, je l'ai enregistré, donc oui, je pourrais vous le passer sans problème. Donc version périodique, ok. Intérêt périodique. Ça donne l'impression d'être un cours parce qu'en fait, normalement, je préfère que vous parliez. Mais bon, je comprends que c'est pas toujours facile de parler devant tout le monde. Quoi qu'on n'est pas beaucoup, hein. On est un petit groupe là, vous êtes à peine 18, donc ça va. Donc intérêt périodique. Après, c'est l'amortissement, capital amorti. Capital amorti. Et puis on doit encore un peu d'argent, donc capital dû, mais donc c'est dû au début de la période, et là c'est cas dû en fin de période. Très bien. Donc on nous a demandé première ligne, deuxième ligne, huitième ligne et dernière ligne. Dernière ligne, c'est donc 20. Bon, en tout cas, oui. Alors le tableau, on fait que le début et la fin, comme on n'est pas sur Excel, n'est-ce pas? Oui, il n'y aura pas, bien sûr, tout le tableau à faire. Mais si jamais vous avez ce genre de questions, on peut vous demander ça. Donc c'est le maximum qu'on puisse vous demander. Après, ça peut être juste de calculer ça et de calculer peut-être qu'on doit à la fin de la 8e période. En tous les cas, si vous savez faire le tableau, vous savez répondre à toutes les questions. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Là, sur ma copie, si jamais j'ai ce genre de questions, je m'empresse de recopier le versement périodique qui est constant, 5541,53, 5541,53, 5541,53. Intérêt périodique, pour chaque période, je dois 1%, donc puisque c'est un trimestre. Heureusement que je ne dois pas 4%, c'est beaucoup. 4% à chaque période, non. Les périodes ici sont des trimestres, donc je dois de manière proportionnelle. Vous avez toujours compris pourquoi les banques travaillent de manière proportionnelle, c'est plus rentable pour elles. Et donc, le meilleur rendement, c'est effectivement d'avoir un taux proportionnel. Donc, on va avoir le capital dû, c'est des zéros, donc ici, c'est 100 000. Ensuite, les intérêts périodiques, c'est 1% de 100 000. 1% de 100 000, c'est 1000. Donc, ça fait 1000. Donc, le versement moins les intérêts, ça va me donner ce que je vais pouvoir amortir, c'est-à-dire 541,53. Qu'est-ce que je dois en fin de période? Je dois la différence. Je dois 100 000 moins 4000. Alors souvent les erreurs qu'on trouve, c'est des élèves qui enlèvent les 5541. Ils estiment qu'ils peuvent déduire ça de ce qu'ils doivent. Non, il y a 1000 euros qui reviennent à la banque ici. Donc on ne pourra déduire que 95, on aura encore 95 458,47 de capital restant dû. On reporte ici. Et puis, on doit toujours 1% de ça. Donc 1% de ça, c'est facile à faire. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est 954,58. On remarque que le couple d'intérêts, la suite des intérêts va être décroissante pendant que la suite du capital amorti va être croissante. On amortira de plus en plus de capital, donc ce qui permet effectivement d'avoir ça en tête. Et on a un versement qui est constant et on a un couple ici qui se compense. Hein, donc c'est 5541,53 moins 954,58. On arrive à 4586,95. Et on va le déduire de ce qu'on doit en début de période, c'est-à-dire de 95 458,47, soit 90 871,52. On nous demande de se projeter à la 8e période. Mais à la 8e période, on n'a pas les autres périodes. Donc on est obligé d'utiliser la formule qui permet de calculer DK. Le D. Alors retenez que à la première période, on doit D0, on termine à D1. On redémarre à D1, on termine à D2.
on a bien compris que à 8, on repart avec D7. Donc ici, on doit calculer D7. D7, c'est quoi? C'est D0, je remets la formule, que multiplie 1 plus RP% puissance grand T, moins 1 plus RP% puissance, bon, ici je vais mettre la formule générale, petit t, sur 1 plus RP% puissance grand T, moins 1. À nous, c'est D7. Donc D7, c'est 100 000. Que multiplie 1 plus, attention, c'est pas 4%, mais 4% sur 4, c'est-à-dire 1%. Puissance T, attention, c'est pas 5, mais 5 fois 4. Il y a 4 trimestres par année, donc puissance 20. Moins 1 plus 1%, puissance 7. Sur 1 plus 1% puissance 20, moins 1. D7, ça nous permet de repartir avec 100 000, que multiplie entre parenthèses, alors si quelqu'un peut le faire en parallèle pour qu'on puisse croiser nos résultats, ce serait parfait. 1, 0, 1. Ça, c'est ce genre de calcul qui peut vous mettre en difficulté avec votre calculatrice, donc essayez de le faire sincèrement. Le chiffre me paraît cohérent. Alors, est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on a bien 67 239,50? Est-ce que quelqu'un a su le faire en même temps que moi? J'ai l'impression qu'il y a un reflet quelque part. Hop. Ça doit être mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, j'ai une réponse, 67 204. Ouais, ok, super, merci. Merci, Liam. Alors, on continue. Bah là, 1%, 1% de ça, donc c'est 672,3940, hein, je pense. Ouais. On fait la différence. 5541,53 moins 672,40. On arrive à 4800. Et oui, on a amorti de plus en plus de capital. Et un capital restant dû de 67 239,50. 67 239,50, c'est ça. De 62 370,37. 62 370,37. On arrive à la dernière ligne, et c'est là où on retrouve les trois propriétés que j'avais surlignées en rouge. Alors, je les rappelle. dt, moins 1, c'est pareil que mt. Et c'est pareil que a divisé par 1 plus rp. Alors, c'est parfait, parce que j'ai a. Donc, a, c'est 5541,53. dt-1, donc c'est d19, puisque t étant la durée maximale, c'est la 20 périodes. Donc là, je suis avec d19. Ben, d19, il est là. D19, il est pareil que ce nombre, 5541,53, divisé par 1 plus 1%. 1 plus RP%. Ici, c'est 4% divisé par 4. Donc ça fait, bah, figurez-vous, la même chose que ce résultat-là. Donc c'est-à-dire que là, ici, le lien, il est là, et ce résultat est le même ici. Pourquoi? Bah, ce que je dois ici et ce que je dois ici, ce que je dois ici et ce que je vais amortir, moi, ça doit permettre d'avoir 0 ici. Donc, on fait le calcul. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Ça fait... J'ai 5586,66. 5500. Non, 5486,66.
6, très bien. Moins intérêt périodique, là c'est 5586,66. Et pour les intérêts, c'est toujours 1%. 1% de 5000, 1% de ça. Donc ça nous fait 54 euros. Donc 54,86. 87 même. Normalement, on doit pouvoir retrouver. Oui, c'est ça. Quand on additionne les deux, on doit retrouver 5541. Je vais quand même vérifier par vie de conscience. Donc plus 54,87. 5541,53. Est-ce qu'il y a des questions sur la première version du tableau? Le deuxième, ça va aller beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Je crois que c'était assez lent pour pouvoir bien comprendre. Est-ce qu'il y a une question? Non? Ah, on passe à l'autre alors. Alors, 100 000, 4% modalité. Alors, comment fait-on pour trouver l'intérêt périodique, s'il vous plaît? Alors, en fait, c'est toujours un pourcentage. Alors, je vais la rappeler, la formule. Donc, là, c'est la proposition 2, on avait dit hein, à droite. Alors, DIK, pour toutes ces colonnes-là ici, IK, c'est DK-1 fois RP%. Donc, si je prends par exemple celui-ci, on est à I8, c'est I8 qui m'intéresse, bah, je prends D7 multiplié par 4% sur 4. Donc, on a obtenu ce résultat-là en faisant donc 67 239,50 qui multiplie 1%. Et ça donne bien sûr 1% de ça, c'est décalé de 2 rangs la virgule, hein, ça fait 672,40. Ça va? Ok. Alors, tableau d'amortissement maintenant, la différence quand on amortit de manière constante le capital, bah, on va intervertir les colonnes, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la colonne, alors capital restant dû en début de période, ça ne bouge pas, K du début. On va avoir, on va avoir quoi? On va avoir le K amorti constant. Maintenant que j'ai le K amorti constant, je vais calculer les intérêts, ils ne bougent pas, eux. Ouais, c'est cet endroit-là. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, pour calculer le versement que je vais faire à la banque, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué ici, des 4 plus. Alors. Bah, écoutez, de toute façon, ça, on l'a fait. Hein, bon. Je vais essayer de le mettre au centre. Et sinon, vous remettrez la vidéo en arrière. Alors, donc, période, K du début, amortissement constant, versement, non, intérêt périodique, versement constant, pas constant, versement périodique, pardon, et K du fin de période. Donc, période 1, on avait dit, période 2, période 8, et après, c'était la dernière période, mais on remboursait par semestre. Donc, par semestre, c'est plus 20 cette fois-ci, c'est 5 années, mais par semestre, donc ça fait 10. Alors, Cadu, toujours 100 000. Il y avait un semestre de différé. Bah, s'il y a un différé, bah, j'amortis pas.
Du coup, les intérêts périodiques, ben oui, on les doit quand même. Alors, c'était 4% en nominal, mais on paye par semestre. Donc, les périodes sont par semestre. Donc, c'est plus le RP ici, cette fois-ci. Le RP, c'est 4% divisé par 2. Ça fait donc 2%. Donc, 2% de 100 000, ben oui, c'est 2000. Mais on ne verse rien à la banque, puisqu'il y a un différé. Donc, il n'y a rien à payer. Seulement, on passe à 102 000. Pourquoi on passe à 102 000? Le différé coûte de l'argent. Il coûte par période. On a un semestre de différé, donc 2 000 € d'intérêt en plus. Donc on redémarre ici avec 102 000. Je vais y arriver. 102 000. Donc je n'ai plus de période, c'est bien dommage, mais j'ai plus que 9 périodes pour rembourser mon emprunt. Donc j'ai 102 000 € à rembourser en 9 périodes. Donc ça veut dire que mon amortissement, mes MK, ils seront égaux à 102 000, mais divisé par 9. Donc 102 000 divisé par 9, ça fait 113 333,33. 113 000, non, ça fait 13 000, pardon. Non, 11 333,33. Je vais vérifier quand même. 102 000 divisé par 9. C'est bien ça. L'intérêt de la période, c'est 2% de 102 000. Donc 2% de 102 000, ça ne fait rien d'autre que 2040. 1%, c'est donc 1020. Donc du coup, c'est 2040. Le versement périodique, j'amortis ce montant-là, c'est ma volonté. D'ailleurs, je peux recopier 11 333 tout au long de mon tableau d'amortissement, puisque ça a été fait pour justement amortir en 9 périodes, il m'en restait plus que 9 sur les 10, puisqu'il y en a une qui a été différée. On arrive à... Donc, on rajoute 2040, donc ça fait 13 373,33. On doit un peu moins d'argent. En fait, on doit 102 000. 102 000 moins les 11 333,33 qui ont été déjà amortis, ce qui fait qu'on doit 90 666,67. Alors, la difficulté est de repartir à la 8e période. À la 8e période, en fait, on sait que c'est D7 ici. Si on a D7, c'est qu'il y a déjà eu, attention, n'oubliez pas, il y a une période de différé. Donc, sur les 7 périodes précédentes, il y en a une qui ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il y a 6 périodes où on a pu déduire les 11 333,33. Donc ici, on aura 102 000 moins 11 333,33 fois 6 et non pas fois 7. Ce qui veut dire qu'on doit encore 34 000 €. Alors, est-ce que c'est bon? On va vérifier. Si réellement on est à la 8e période, donc on va durant la 8e, on va payer 11 333,33. À la 9e, on va encore payer 11 333,33. Puis on va encore payer 11 333,33. Donc il resterait 3 périodes pour pouvoir payer les 34 000 restants. Et oui, effectivement, il n'y a pas de problème. On reprend nos 2% de 34 000. Donc 2% de 34 000, ça nous fait donc 680 €. On a donc cette fois-ci un versement périodique qui est encore différent. C'est 11 333 plus 680. Donc on va passer à 12 000. Donc 11 333,33 plus 680. Ça nous donne donc 12 013,33. Et on va pouvoir amortir sur les 34 000 11
333,33, soit 22 666,67. Dernière période, bah écoutez, fort est de constater que si vous avez 11 333 à amortir, c'est que vous devez 11 333 à la banque. D'accord? Parce qu'en fait, il va falloir que vous puissiez payer votre emprunt. Vous allez avoir 22% de ce qui est là, hein, donc c'est-à-dire 226,66. Et vous allez donc payer plus les 11 333,33, vous allez donc payer 11 560. Ah, on dit au centime. Voilà. Est-ce que pour les emprunts, c'est clair maintenant? Un peu plus clair pour vous? Est-ce qu'il y a encore des questions sur ça? J'ai fait un différé exprès pour vous montrer. Alors, s'il y avait eu un différé, s'il y avait deux semestres de différé, bah, vous n'auriez eu que 8 périodes. Et c'est là le point un peu anguleux ici. Il faut se dire qu'il y a 2 périodes qui ont servi à rien s'il y a un différé. Bien, je vous écoute pour la suite. Alors, quelle heure est-il? Allez, 11h23. Qui a encore une question? Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être en rester là. Ça va pour vous? Pas de questions? Ah, je crois qu'il y a qui parlait d'une suite de flux. Ok. Et de leur valeur actuelle. Ok, ça marche. Alors, on fait. Ben, écoutez, on va faire ça, puis on s'arrêtera là-dessus. Je pense que c'est bien. Alors, mon trottoir. Alors, bon, on va en faire donc 2 situations. Une première situation où on va verser donc des flux équidistants égaux. Je vais mettre T de manière générale. Donc je vais commencer justement par verser ici A, 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 d'accord. On a toujours pour ce genre de situation un taux périodique, hein. Et première question qu'on peut se poser, c'est actualisation de cette suite de flux. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'en fait, l'actualisation, on va donc ramener tous ces flux à t égale 0. Alors, comment fait-on pour actualiser? On a un taux ici périodique qui est RP. Donc le temps ici, attention, hein, toujours faire attention. Est-ce que c'est en année? Est-ce que c'est en mois? Donc ça peut être en année, ça peut être en semestre, ça peut être en trimestre, ça peut être en mois, ça peut être en quinzaine ou en jour. Il y a un exo, le PEL, on était en quinzaine. Quinzaine comptable, donc c'est 24 quinzaines et non plus 26 quinzaines et jours. Base comptable, base année civile. Donc là aussi, pour les jours, faire attention. Très bien. Donc le temps, ça veut dire qu'à chaque fois, le taux ici, il dépend, s'il y a une opération qui a un taux nominal, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi RP? C'est-à-dire, quel est le nombre de périodes infra-annuelles? Sachant que RP, sauf avis contraire, c'est le taux nominal divisé par le nombre de périodes infra-annuelles. C'est-à-dire qu'en général, on travaille avec un taux proportionnel.
Bon, actualisation de cette suite de flux. Donc, attention, hein, tout ça, c'est conditionné par l'exercice. Si on nous dit qu'on travaille avec un taux équivalent, bah dans ce cas-là, RP, c'est 1 plus R puissance 1 sur N moins 1. Donc ça, c'est un taux équivalent. Si c'est un taux équivalent, mais en lien avec les intérêts simples, donc on l'appelle taux proportionnel. Dans ce cas-là, RP, c'est R sur N. Donc tout dépend. Tout dépend, tout dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre valeur actuelle ici de cette suite de flux, eh bien, on va actualiser les intérêts d'une période d'intérêt. Donc pour ce premier versement, c'est donc A divisé par 1 plus RP ici. Celui qui a t égale 2, ben, il a deux périodes d'intérêt, donc on va lui enlever ces deux périodes d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de, tout simplement, dans chaque versement, dans chaque somme versée, on est en train d'enlever les intérêts reçus. Le troisième, c'est donc 1 plus RP puissance 3. Et le dernier, donc c'est 1 plus RP puissance T. Alors pour l'actualisation, on ne se trompe jamais parce qu'on prend la date, l'exposant, c'est la date, je vais pu mettre 1 ici si vous voulez. On regarde en dessous de la valeur, on regarde la date et c'est exactement la puissance. On a ici une période d'intérêt, ici on en a deux, etc., etc. Donc on se rend compte qu'on a une suite de flux égaux équidistants, on factorise par A, on obtient une somme qui démarre à 1 et qui termine à T, donc c'est la somme pour petit t égale 1 à grand T, de nombres qui ont toutes la même forme, hein, qui est 1 plus RP puissance T. Pour des raisons évoquées en cours algébriques liées à la somme des termes d'une suite géométrique, de raison 1 plus RP puissance moins 1. On peut donc calculer la somme des termes de cette suite. C'est le premier terme. Le premier terme, c'est quand on fait t égale 1 ici, ce qui fait 1 plus RP puissance moins 1, que multiplie 1 moins 1 plus RP puissance moins 1, la puissance nombre de termes, le nombre de termes c'est t moins 1 plus 1, donc c'est t, sur 1 moins 1 plus RP puissance moins 1. On simplifie avec la petite astuce que j'avais évoquée en cours, on multiplie par 1 plus RP au numérateur et 1 plus RP au dénominateur pour obtenir un résultat qui est directement donné par le cours, mais qui est un peu limitant dans les applications. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retrouver la situation pour pouvoir l'appliquer. Donc on a 1 moins 1 plus RP puissance moins T sur RP. Très bien. L'avantage, maintenant, imaginez qu'on soit dans cette situation-là. Je viens d'enlever un versement. Si j'enlève un versement, j'ai plus ce terme-là. Donc je démarre à 2. Du coup, ma somme, elle démarre à 2. Si elle démarre à 2, bah, le raisonnement est toujours le même. C'est que le premier terme, ça devient donc ce nombre-là à la puissance 2, donc ça fait moins 2. Ici, le nombre de termes, c'est t moins 2 plus 1, donc c'est t moins 1. Donc c'est t moins 1, donc ça fait ici moins t plus 1. Et ici, on a 1 moins 1 plus RP puissance moins 1. Là, ça ne bouge pas. Par contre, l'astuce, c'est de multiplier par 1 plus RP au carré, ce qui va donner A ici. Ici, ça reste moins t plus 1. Mais au dénominateur, on va retrouver RP facteur de 1 plus RP. Bon, je ne vais pas vous le faire en mettant maintenant si ça démarre à 3, mais si ça démarrait à 3, vous avez compris qu'ici c'est 3, ici c'est 3, ici c'est moins 3, ici c'est plus 2, et ici on aurait RP facteur de 1 plus RP au carré. Voilà. Donc là, on a fait actualisation d'une suite de flux et on a bougé sur l'axe. Si, j'aurais pu aussi imaginer qu'on démarre à 0. Imaginez qu'on démarre à 0. Et bien dans ce cas-là, j'ai A plus A sur 1 plus RP puissance 1. Qu'est-ce que ça change? Ici, c'est 0. Qu'est-ce que ça change? Ici, c'est 0. Qu'est-ce que ça change? Ici, le premier terme, c'est puissance 0, donc c'est 1.
Ici, le nombre de termes, c'est t moins 0 plus 1, donc c'est t plus 1, donc ici, c'est moins t moins 1. Et si je veux simplifier, cette fois-ci, il faut que je multiplie par 1 plus rp. Ça fait a facteur de 1 plus rp. Je multiplie 1 moins 1 plus rp puissance moins t moins 1 sur rp. Voilà, je vous ai fait tous les cas d'actualisation. Alors, cet axe-là, il peut être dans une phase de consommation post-date date de pivot, hein. On peut avoir une phase d'épargne où on va donc chercher une richesse future, une date de pivot, une phase de consommation, on aura l'actualisation de cette suite de flux, on va la ramener à la date de pivot, la richesse future qu'on veut acquérir pour pouvoir consommer dans le futur, il y a une rencontre, et cette rencontre, on peut résoudre le problème à cet endroit-là. Donc, ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire une capitalisation d'une suite de flux équidistants, et puis on aura fait tous les cas. Voilà. Alors, j'efface. Même logique, cette fois-ci. T égale 0, T égale 1, T égale 2, T égale 3, T égale T. Un taux périodique qui dépend des conditions de l'énoncé, je rappelle, donc ça peut être un taux équivalent ou un taux proportionnel, intérêt composé, intérêt simple, avec à la proportionnelle, ou bien avec la formule du taux équivalent. En tout cas, il faut tenir compte de la fraction de temps, ici. On a donc pareil, hein, je vais mettre A et A. Par exemple, richesse future, donc on part sur une capitalisation. Il est clair que plus on a de temps, capitalisation, plus on a de temps devant soi, plus la richesse sera importante. Donc plus on s'approche de la date de fin, moins on a d'intérêt. Donc en soi, le premier versement, il est top. Celui qui a t égale 1 va nous rapporter beaucoup d'intérêt. En fait, il va nous rapporter, bien écoutez, si on avait été jusqu'à t égale 3 par exemple, il aurait eu 2 périodes d'intérêt. Donc en démarrant à 1, s'il avait démarré à 0 et qu'on s'arrête à t égale 3, on aurait bien eu 3 périodes d'intérêt. Donc le fait tout simplement de démarrer à 1, on perd quand même par rapport à celui qui serait ici au départ. Enfin, si on met un versement ici au départ, on le fera après. En fait, là, ici, le fait de démarrer à 1, on a perdu cette période-là d'intérêt sur l'ensemble du placement. Donc c'est la totalité du placement, mais moins 1. Celui qui a t égale 2, vous avez compris que c'est pareil. Il aura la durée du placement, mais moins 2. Et celui qui arrive en toute fin, le jour où le placement s'arrête, alors il y a celui qui a t moins 1. Donc celui qui est juste avant, lui, il bénéficie encore d'une période d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on va avoir 1 plus RP. Mais celui qui arrive vraiment à terme, lui, il rapporte. Alors on constate qu'on a une capitalisation d'une suite de flux équidistants égaux. On va factoriser par A. On a la somme depuis t égale, alors si on regarde bien, 0, là c'est 1. Donc c'est 0 jusque t moins 1. D1 plus RP puissance 4. Et là, on applique ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est A que multiplie le premier terme, c'est quand on remplace par t égale 0. Donc ça fait 1 plus RP. Que multiplie 1, alors on va utiliser la formule dans l'autre sens pour les richesses futures. On va faire la raison puissance nombre de termes. Et le nombre de termes, c'est t moins 1 moins 0 plus 1. T moins 1 moins 0, t moins 1 plus 1, donc t. Sur 1 plus RP, raison moins 1. Et 1 plus RP moins 1, ça fait RP. Et là, il n'y a aucune difficulté. Donc là, c'est le cas où on démarre à t égale 1. Maintenant, si on démarre à t égale 0, ça nous fait... il est chouette celui-là, parce qu'il va nous rapporter encore plus d'argent. C'est celui où on a toutes les périodes qui sont incluses. Donc la différence dans notre somme, c'est qu'on va aller jusqu'à t. Et si on va jusqu'à t, le premier terme est le même, hein, c'est d'après ce que j'ai vu là. Et donc ça fait ici t plus 1.
Maintenant, on pourrait aussi se dire, ça sert à rien de verser une somme le jour où on vient retirer l'argent. Donc si je l'enlève, on a plus 1 ici. Donc on démarre à 1. Si on démarre à 1, c'est plus 0, c'est 1. Et si on démarre à 1, bah, le premier terme, c'est... Alors, attendez, il y aura une petite faute. Je reprends l'explication précédente. Alors, j'ai fait tellement de modifs que je finis par plus savoir. Donc j'efface ça. Alors, je reprends la situation initiale, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite coquille. Alors, je reprends pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On démarre bien à 0. On termine à... le premier terme, c'est pas 1 plus RP ici. Le premier terme, c'est quand on fait puissance 0, c'est 1. Donc là, je pense qu'il y avait une coquille, donc attention. Le nombre de termes, c'est t-1 moins 0 plus 1. Ça fait t. Voilà, donc là, on est bon. Donc ça, c'est la version initiale qu'on avait travaillée. Donc j'avais une petite faute parce que j'ai vu qu'il y avait 1 plus RP ici, ça n'avait rien à faire. Donc je reprends maintenant la situation où on rajoute A ici. Si je rajoute A ici, j'ai donc une période, un versement qui m'apporte beaucoup d'intérêt. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir T. D'accord, on démarre bien à 0 cette fois-ci, jusque T. La somme des termes, ben, c'est donc le premier terme, c'est toujours 1 ici. Et le nombre de termes, c'est t moins 0 plus 1, donc il y en a un de plus. T plus 1. Discussion qu'on a eue juste avant, c'est maintenant, ça ne sert à rien de verser une somme le jour où on arrête le placement, donc on perd ce résultat-là. On démarre donc à 1. Bon, je ne pense pas que j'avais fait de faute, en fait, c'était juste le fait que dans l'explication, j'avais déjà anticipé ce nombre-là. Et donc ici, c'est pas 1, mais 1 plus RP. Le premier terme, donc 1 plus RP. Et le nombre de termes, c'est T moins 1 plus 1, donc c'est T. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez toutes les situations qui ont été explicitées là. J'espère avoir répondu à vos attentes et à toutes vos questions. Voilà. Que c'était assez clair. Bien. Bon 1er mai. À bientôt. Et donc, je vous souhaite de réussir. Ah, j'avais encore une question concernant parcours professionnel en finance, vous que l'on fait avancer en CFA. Voilà, attends, là, il faut que je me mette devant l'écran. Alors, j'avais juste une question concernant le parcours professionnel en finance. Vous, que l'on peut commencer en CFA 1 et la certification AMF à partir de quelle année? Alors, CFA 1, c'est déjà un bon niveau, hein. Ça demande 6 mois de travail, hein. Donc honnêtement, il faut le faire en début de 3, donc BBA 3. On peut commencer en BBA 2 et peut-être le passer en BBA 3, mais je pense que c'est un peu compliqué de l'envisager, il vous manquera beaucoup de bases. Par contre, la certification AMF, c'est très facile, je pense qu'on peut déjà anticiper sans problème. Donc voilà, si j'ai répondu à tes questions, c'est parfait Noé. Et Agathe, je vous ai envoyé un mail. Ouais, je sais Agathe, mais j'espère que tu comprends que je ne peux pas individuellement répondre à chacun. Des mails comme le tien, j'en ai eu des tas. Je peux pas. Enfin, vous êtes trop nombreux. 587 plus tous ceux que j'ai à côté dans les autres cours. Donc ça, c'est pour ça que je fais cette séance. Je te prie de m'excuser. Maintenant, oui, tout relire et tout corriger pour juste... non, je ne peux pas le faire, vraiment. Et j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps, donc j'espère que vous comprendrez que je ne peux pas en passer plus. Ok, merci. Par contre, c'est une question, là tu peux prendre ton micro, tu peux me la poser. S'il y a un truc vraiment dans lequel tu doutes, on profite des 20 dernières minutes qui restent et je réponds à tes questions, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette séance, hein. C'est pas pour vous embêter, c'était bien sûr facultatif, mais c'était surtout parce que, comme vous êtes beaucoup et je vous ai quasiment tous en cours, le nombre de mails que vous envoyez, d'ailleurs, je vais essayer d'avoir un mail qui est différent que celui que je vais vous partager, parce que je n'arrive plus à suivre mes mails, il y en a trop. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette séance de 2 heures, sinon, voilà, imaginez individuellement de répondre à chacun, c'est un truc de fou. Ok, alors Agathe, j'ai cru que tu avais mis ton micro, donc on peut discuter bien sûr. Non, mais en fait, c'était surtout pour savoir par rapport aux questions en rouge là qu'il y avait pour le marché financier. Comme j'ai vu que sur le lexique, tout n'était pas répondu, j'avais essayé de répondre moi aux autres questions. Et comme Oui. j'ai essayé de voir sur toutes les diapositives, il n'y en avait que 23. Et je me souviens qu'il n'y en avait que
30 au total. Du coup, je me demandais où elles étaient les autres questions parce que je ne les ai pas vues. Alors, des fois c'est bête, mais c'est une question en rouge qui est divisée en deux, par exemple le système financier, définition première et ses sous-fonctions. Ça fait deux questions alors qu'elle est présentée qu'en une seule question, tu vois. Donc ça peut être des fois tout simplement des. En fait, si tu as vu tous tes slides et que tu as référencé toutes les questions en rouge, je pense que tu n'en as pas oublié. Ok, parfait. Le petit conseil que je peux te donner, c'est effectivement de. Alors, c'est pas un conseil que je devrais normalement donner, mais ce qui pourrait te rassurer toi, c'est que tu partages tes 5 thèmes à ChatGPT. Tu lui partages si tu as l'option. Tu lui demandes de repérer, tu lui poses tes questions en rouge et tu lui demandes de répondre avec toutes tes questions, uniquement à partir des thèmes mis à disposition. Donc du coup, Chat, il est très bon sur ça. Il est très mauvais en calcul, mais il est très bon sur ça. Il va te donner une rédaction plutôt optimisée de ce qui est à retenir. Et là, tu croises avec ce que tu as noté. Et après, quand tu vois qu'il y a un doute là-dessus, sur un doute précis, tu peux revenir vers moi. Mais relire toute une copie complète, je ne peux pas le faire, mais relire, monsieur, j'ai un doute sur ça. Est-ce que c'est à mettre ou pas à mettre? Ça, je peux répondre. D'accord. Mais pas tout relire, c'est pas possible. Ok, parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, voilà, vous m'avez fait travailler un 1er mai. Bravo. Hein. Bon. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous accompagner encore sur cette dernière ligne droite. Et puis, je vous souhaite à tous de réussir ces lundis, je crois. Eh bien, voilà. Écoutez, merci Lisa, c'est gentil de me remercier. J'espère, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas mal. Les questions que vous avez posées, ils ont permis de refaire des rappels de cours, mais intelligents. Donc, vraiment, je pense que ça va être super pour vous. Donc, pensez bien, regardez ce dernier écran, là, celui que je vous partage là. On a vu tous les cas. Vraiment, si vous arrivez à écrire la première ligne, à passer au symbole somme et de jongler comme je vous l'ai montré, on peut vous mettre n'importe quoi, vous allez vous en sortir. On vous fait démarrer à t égale 3, on vous fait démarrer à t égale 2, on vous fait arrêter à t égale t-1. Et alors je sais que c'est compliqué parce que ça demande une petite aisance au niveau de cette formule, mais sincèrement, reprenez la vidéo, je vais vous la repartager là, dès qu'elle est formatée, je vous l'envoie, je vais la mettre sur YouTube et je vous envoie le lien pour que ce soit pas trop lourd. Prenez le temps de refaire et quitte à couper la vidéo, essayez de le faire. Ah, j'ai trouvé comme lui, c'est bon. Parce que avec mon doigt, j'efface, je mets, j'efface, je mets. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais si vous redonnez la situation et vous savez démarrer à t égale 1, t égale 2 pour une richesse future ou bien pour une valeur actuelle, en fait, vous savez tout faire. Il n'y a qu'un cas où il faut encore travailler, c'est la date de pivot. C'est-à-dire quand vous avez une richesse à gauche et à capitaliser et une consommation à droite qu'il faut actualiser, ça c'est peut-être l'exercice qu'il faut travailler un petit peu. Donc refaites le 15 et le 16, c'est vraiment deux applications. Et regardez les additionnels, c'est celles qui, en soi, c'est le plus dur. Voilà. Parce que vous avez vu, les emprunts, on a été plutôt performants. Bon, écoutez, bon 1er mai après-midi. Et puis, bonne révision, malheureusement, je sais que vous devez bosser. Pour moi, j'arrête. Je ne fais plus de maths ce week-end. À bientôt.